Contumelias et verba probrosa et ignominias et cetera de honestamenta velut clamorem ostium ferat et longinqua tela et saxa sine vulnere circa Galeas crepitantia. Injurias vero ut vulnera alia armis, alia pectori infixa, non deiectus ne motus quidem gradu sustineat. Etiam si premeris et infesta vi urgeris cedere tam tu. Il est très difficile de dire si l'on serait celui ou celle que l'on est si l'on n'avait pas lu dans son adolescence, dans sa jeunesse, certains livres. Et effectivement, si tu regardes Sénèque, je peux légitimement me demander si je serais le même si je n'avais jamais lu. Je pense que je serais le même. Je ne crois pas qu'un livre puisse mettre dans votre cœur quelque chose qui ne s'y trouve pas déjà. Mais les grands livres, les maîtres, servent comme des révélateurs de vous-même, des révélateurs des richesses ignorées que vous avez en vous. Une vie, une œuvre. Sénèque, par Françoise Estèbe e Isabelle Huel. Il volto di Seneca, il viso di Seneca, così come ci è stato le visage de Sénèque, tel qu'il nous est parvenu dans le fameux buste, est exemplaire. E direi esemplare, nel senso che sembra il paraît représenter le Sénèque que nous connaissons à travers les livres. C'est un Sénèque extrêmement convaincant, un homme tourmenté, souffrant, quelqu'un qui a une constitution fragile. N'oublions pas que dans sa jeunesse, il a un jour prononcé un discours qui irrita terriblement Caligula. Celui-ci voulait le faire tuer sur le champ, mais la favorite de l'empereur est intervenue en ces termes. Ne le tue pas, de toute façon, il n'en a plus pour longtemps. C'est un homme malade. Si de nos jours quelqu'un voulait inventer un visage de Sénèque, il est probable qu'il le représenterait tel qu'il est sur ce buste. Avec Luca Canali, Pierre Grimal, Colette Lazame, Gabriel Mazneff, Paul Venn, Jean-Louis Voisin et la voix d'Henri de Monterland. La génération de Monterland a découvert Sénèque à travers Quo Vadis. Et ma génération l'a plutôt découvert au MacMahon à travers les films péplum américains, où j'ai vu tout ce qu'on pouvait voir dans le genre Chrétiennes au lion et Arrête ton charbonnure. Et donc Sénèque, et voyez-vous, je tiens depuis l'âge de 16 ans mon journal intime, de ma 17e année à ma 27e année. Et bien dans ces 10 années d'adolescence et de première jeunesse, et si vous regardez les philosophes qui sont cités, Sartre n'est pas cité une seule fois, Camus n'est pas cité une seule fois, Saint-Exupéry n'est pas cité une seule fois, qui étaient les trois types à la mode quand j'avais 16-17 ans. En revanche, Sénèque est cité une foultitude de fois, Épicure aussi, Lucrèce n'en parlons pas, et je dois dire que je suis toujours resté fidèle à Sénèque. Contumelias et verba probrosa et ignominias, etc. Offense, insulte, affront, avanie de toute nature, supportez cela comme les cris de l'ennemi, comme les traits lancés de trop loin, et les pierres qui, sans vous blesser, crépitent autour de votre casque. Quant aux injures, endurez-les comme des coups dont les uns percent vos armes, les autres votre poitrine, sans tomber, sans même reculer. Et si vous vous sentez accablé sous la violence de l'attaque, songez encore qu'il est honteux de lâcher pied. Défendez le poste que vous a assigné la nature. Vous demandez quel poste? Celui d'homme. Le sage, lui, a une autre ressource, opposée à la précédente.
car vous êtes en pleine action, alors qu'il tient déjà la victoire. Ne soyez pas rebelle à votre bien. En attendant d'atteindre la vérité, nourrissez-en l'espoir en vos âmes, accueillez de bonne grâce les maximes salutaires, et de toute votre volonté, de toute votre foi, aidez-vous. Qu'il y ait des êtres invincibles, des caractères contre lesquels la fortune ne puisse rien, c'est l'intérêt de la République humaine. Sénèque a été un des points des origines de l'amitié qui m'a lié avec Monterland. Et c'était assez drôle d'ailleurs, parce qu'on était dans des restaurants, on entendait les gens autour de nous parler de, je sais pas pourquoi, c'était pendant la guerre d'Algérie. Gabriel Masneff. Des événements, de Gaulle, etc. Et nous, on parlait de Pompée, on parlait de Sénèque, etc. Ça faisait rigoler. Monterland me disait, je suis sûr on est des Martiens, n'est-ce pas? Et je l'ai vu, je me souviens très très bien. Un soir, je venais le chercher à dîner, et il est donc 7h15, 7h30, je suis passé chez lui prendre Quai Voltaire, et il m'a dit, asseyez-vous, et je vais vous lire des pages sur Sénèque. J'ai écrit qu'il est un des personnages les plus extraordinaires qui ait produit l'humanité, et il est pour moi... Henri de Monterland. Précise. J'ai beaucoup parlé de l'alternance, de l'équivalence, etc. J'ai fondé là-dessus ce qu'on peut appeler ma morale, ce qui est un mot bien prétentieux. Et Sénèque est un exemple très extraordinaire, n'est-ce pas, de cela. Il est d'abord un moraliste, il est un stoïcien, il est un sage, c'est-à-dire qu'en principe, toute son œuvre est bâtie sur le fait qu'il ne faut pas s'abandonner aux passions, il faut mépriser les insultes, etc. Et ensuite qu'il faut se tenir éloigné de l'action publique. C'est son attitude de stoïcien. Il a écrit là-dessus je ne dis pas des pages, enfin des pages et des pages pour nous, puisque chez lui c'était des volumens, des volumina. Alors il y a donc ce Sénèque qui est un sage et qui est un philosophe. Et il y a ensuite, à côté de ce Sénèque, le tragique, qui a composé des tragédies qui d'ailleurs ont été très longtemps attribué à un autre personnage que lui. Jusqu'à il y a peu de temps, on pensait qu'il y avait aussi Sénèque le tragique qui était différent de lui. La position des érudits d'aujourd'hui est au contraire de lui attribuer la paternité de ces tragédies, et qui ont en effet beaucoup de ces défauts qui sont emphatiques, qui ont de la rhétorique, enfin qui sont très romaines, très éloquentes, etc., mais dont quelques-unes sont belles et sont émouvantes. Donc ces tragédies semblent contredire complètement la position du stoïcien, puisqu'il ne s'occupe strictement que des passions humaines et qu'il fait jouer les passions humaines assez bien, enfin en tout cas comme un homme qui les connaît. Il y a un troisième Sénèque qui est à opposer, si on peut dire, au Sénèque qui ne cesse de répéter avec les stoïciens la doctrine de l'école stoïcienne qu'il ne faut pas s'occuper de l'action publique, qu'il faut surtout vivre dans le repos, qu'il faut se tenir à l'écart de toutes les affaires politiques. Or, Sénèque a passé la plus grande partie de sa vie à s'occuper de politique, et cela tellement que pendant 7 à 8 ans, quand il fut le gouverneur de Néron, il fut le gouverneur de l'Empire romain. C'est en somme lui qui dirigea l'Empire romain. Ce fut donc un homme politique au premier titre, et j'ajoute qu'il gouverna cet empire bien. Alors il y a donc là quelque chose d'extrêmement curieux chez le personnage. Sénèque s'en est expliqué d'ailleurs très bien, et en disant que les stoïciens tenaient de leur maître une obligation, un premier principe, qui était d'être utile aux hommes. Pierre Grimal. De participer à la cité. Et pour une raison métaphysique, si vous voulez, les êtres humains sont, comme l'avait déjà défini Aristote, etc., des animaux sociaux, zoon politikon. Alors, animal social, il a le devoir de développer tout ce qui peut favoriser la vie sociale, et une vie sociale qui est au service du plus grand nombre. Alors, Sénèque a connu la tentation à ceci de son exil, etc., a connu la tentation de se retirer. À la fin de son exil, lorsqu'il a été rappelé à Rome par Agrippine au début de l'année 49 après Jésus-Christ, il avait conçu le projet de se retirer à Athènes et là d'y vivre une vie philosophique et une vie aussi pauvre que celle qu'il menait en Corse, etc. Et là, il aurait satisfait tous les censeurs. La personnalité de Sénèque est indubitablement pleine de grandeur et de contradictions. Luca Canali.
Et c'est aussi une personnalité ambiguë. Ambigu n'implique pas nécessairement un jugement négatif. C'est seulement une définition. Ambigu, à savoir double ou triple, difficilement cernable. Sachons bien que rien n'est important, et que si extérieurement les choses ont des aspects différents, elles sont toutes, au fond, également vaines. Il a été converti, sinon au stoïcisme orthodoxe tout de suite, du moins à des doctrines, disons, spiritualistes, qui mettaient l'accent sur la valeur imminente de l'âme et de l'esprit par rapport aux valeurs physiques, aux valeurs du corps. Il a commencé, dans son adolescence, à connaître l'ascétisme. Il couchait sur la dure, il ne mangeait pas de viande, etc., ce qui lui avait donné d'ailleurs une crise de dépression, etc., dont on l'a tiré en l'envoyant en Égypte. Et là, en Égypte, il était chez le mari de sa tante, qui était préfet, qui était donc gouverneur d'Égypte, et il a fait connaissance avec les doctrines des prêtres égyptiens. Et malheureusement, nous ne possédons pas un ouvrage qu'il a écrit à cette époque qui s'appelle « Sur la géographie et les origines des Égyptiens ». Et il a certainement connu les doctrines religieuses concernant l'au-delà, concernant un certain nombre de... Il y avait en plus à Alexandrie, donc où il résidait, il y avait une école aussi stoïcienne ou également platonicienne. Il a été pendant ce temps-là dans un bouillon de culture philosophique, bien entendu, et des philosophies qui préparaient le christianisme, n'est-ce pas ? C'est sans aucun doute. Puis il est revenu. Il est revenu et pendant la traversée, son oncle est mort. Il y a eu des histoires épouvantables. C'est la tante qui a retenu le cadavre pendant la tempête pour qu'elle ne soit pas balancée dans l'eau. Il est lui-même donc est revenu à Rome. Et là, il a commencé à suivre des enseignements de philosophie qui étaient des enseignements de philosophes vraiment très teintés de stoïcisme. Et il a été extrêmement séduit par cette philosophie, qui était d'ailleurs une philosophie de l'ascèse morale, avec comme caractère essentiel de préparer les hommes à être indépendants de la fortune, indépendants des coups du sort. C'est une préparation à l'autonomie personnelle, l'autonomie morale, éducation de la volonté, etc. Alors ne disons pas qu'on apprenait à ces apprentis philosophes à ne pas ressentir la douleur, mais à ne pas se laisser vaincre par elle. Et Sénèque, dans toute sa vie, a été fidèle à cet enseignement. Il en parle encore à son ami Lucilius en disant « Nos amis les philosophes ne sont pas insensibles, mais ils sont capables de surmonter les élans de leur sensibilité. » Alors, donc, les stoïciens sont considérés ou se considèrent comme des sortes de soldats. La vie, c'est être soldat. Essayer de vaincre l'ennemi. L'ennemi, c'est la fortune, ce sont les coups du sort, c'est la douleur, etc. Et dans toute sa vie, Sénèque a pratiqué cela. Méprisez la pauvreté. Nul ne vit aussi pauvre qu'il est né. Méprisez la douleur, elle finira, ou vous finirez. Méprisez la fortune. Je ne lui ai donné aucun trait qui porte à l'âme. Méprisez la mort, ce n'est qu'une fin ou un passage. Sénèque m'a donné en tout cas, plus que quiconque, le goût de l'approche, une sorte de simplicité en philosophie, n'est-ce pas, une sorte de goût du concret, du réel, d'un enseignement applicable à la vie quotidienne. J'ai toujours été allergique à Platon et aux néoplatoniciens.
Je pense que tout le mal nous vient de Platon, n'est-ce pas? Cette malheureuse mythe de la caverne, le nombre d'enfants qui ont été embrumés avec le mythe de la caverne, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup Plutarque. J'aime beaucoup Plutarque, je suis un grand lecteur des vies, et je suis un grand lecteur de ses œuvres morales, mais quand il se met à attaquer les épicuriens et les stoïciens, alors là, il déconne complètement. Il y a un essai, un traité de lui, un essai qui s'appelle des contradictions stoïciennes, qui est à mourir de rire, parce que moi, tout ce qu'il reproche aux stoïciens comme contradiction, au contraire, moi, ça me plaît, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est un des charmes des stoïciens. Effectivement, les stoïciens se contredisent, mais les plus grands se contredisent. Sénèque se contredit, c'est vrai, mais Dostoïevski aussi se contredit. Je veux dire que même le Christ se contredit lui-même. Toute personne sensible et complexe se contredit, heureusement. Le stoïcisme enseigne Paul Venn. Que la pauvreté c'est bien, et d'autre part, Sénèque était non seulement riche, mais richissime, avait réuni une fortune colossale. Sénèque est une forte nature, et l'expérience prouve que les fortes natures que nous avons l'occasion de rencontrer dans la vie sont des gens toujours contradictoires. Bon, c'était un homme qui vivait très profondément sa philosophie et l'a vécu jusqu'à la mort, et en même temps c'était un homme qui avait une grande ambition politique, mondaine, sociale, avoir du succès, avoir de l'argent, c'est une forte nature. Le résultat, c'est qu'il a à la fois fait très fortement de la philosophie, et jusqu'à en mourir, et très fortement fortune. Bon, vous n'y pouvez rien, c'est une contradiction comme ça. Voilà pour sa psychologie. Pour le fond, il faut bien vous dire qu'à l'époque, c'était infiniment moins choquant qu'à la nôtre. Si vous voulez, c'est nous qui faisons un drame du fait que Sénèque, philosophe, est en même temps milliardaire et faisait tout pour s'enrichir. Pas eux. Eux n'en font pas un drame. Ils n'en font pas un drame pour deux raisons. Premièrement, ne prenons pas le stoïcisme pour une doctrine chrétienne qui loue la pauvreté ou pour une doctrine sociale qui dit l'inégalité économique est moralement et politiquement scandaleuse. C'était pas du tout ça le problème. À l'époque, on trouve normal, naturel qu'il y ait des riches et des pauvres, et on ne fait pas un péché de la richesse. On ne fait pas de la pauvreté une vertu. Au contraire, c'est un problème mal vu. Tout ce que dit le stoïcisme, c'est que vous soyez riche ou pas riche, là n'est pas le problème. Habituez-vous en penser à l'idée que vous pourriez devenir très pauvre. Pour s'habituer en penser à cette idée, il faut faire quelques simulacres. Par exemple, si l'on a des invités, ils seront servis dans de l'argenterie, ce qui est la norme dans les familles riches, mais vous mangerez dans une assiette de terre. Alors la romantique, c'est ça cette espèce de cynisme de l'inégalité économique. Et Sénèque admettait ça comme il admettait l'esclavage, il n'avait jamais pensé. L'ordre des sénateurs, l'ordre des chevaliers était formé par les gens qui avaient les plus grandes fortunes à Rome. Il y avait un cens équestre, c'est-à-dire une certaine fortune au-dessous de laquelle on ne pouvait pas être chevalier, et puis il y avait le cens sénatorial, une fortune au-dessous de laquelle on ne pouvait pas être sénateur. Alors, il était nécessaire absolument, à ce moment-là, que Sénèque, s'il voulait avoir une action, s'il voulait posséder une auctoritas, une autorité dans la cité, soit l'un de ces gens-là. À ce moment-là, la possession des biens n'était pas du tout le résultat d'une avidité, mais une condition d'intégration dans l'ordre social. Seneca era un uomo ricchissimo, era uno degli uomini più ricchi dell'impero, insomma, e probabilmente la sua ricchezza Sénèque était quelqu'un de très riche, un des hommes les plus riches de l'Empire. Sa fortune, qui était déjà importante parce qu'il venait d'une noble famille espagnole de Cordoue, a beaucoup augmenté dès lors qu'il est devenu le précepteur de Néron. Il était donc probablement très compromis avec le régime. Bref, il s'était sali les mains a tous les niveaux. Quindi direi che la personalità di Seneca, forse anche in questo, senza per questo voler essere troppo indulgenti con lui, sans vouloir pour autant être trop indulgent à son égard, je serais enclin à dire que la personnalité de Sénèque est le fruit de son époque, qu'il a tous les travers de son époque, c'est son défaut et en même temps son originalité. C'est bien là une des caractéristiques de Sénèque. Il ne prétend pas être celui qui monte en chair pour indiquer du bout de sa baguette ce qu'il faut faire ou ne pas faire, celui qui fustige les fautifs ou félicite les purs. Non, c'est un homme parmi les autres.
avec toutes ses qualités, ses roublardises, ses fourberies et ses vices. Je peux citer un exemple. Quand Sénèque a été envoyé en exil en Corse, c'était parce qu'on l'accusait d'avoir eu des rapports érotiques avec la belle Livilla, que détestait Agrippine, la femme de Claude, qui en était jalouse. Agrippina, la sposa di Claudio, che era gelosissima della bellezza di Livilla, e quindi Seneca, eventuale amante o confidente di Livilla, en tant qu'amant ou confident éventuel de Livilla, a été l'objet de la haine d'Agrippine. Et c'est pourtant elle qui, par la suite, l'a fait nommer précepteur de son fils. C'était un courtisan, quelqu'un qui connaissait tous les rouages de la vie à la cour, ainsi que les vices et les faiblesses humaines des courtisans. Je crois qu'un écrivain, un artiste, est grand et attachant autant par ses contradictions et autant par ses faiblesses avouées que par la rigueur de sa pensée et la rigueur de sa vie. Depuis que je suis enfant, j'entends reprocher à Sénèque de prêcher la pauvreté en vivant dans l'opulence. Ça, c'était vraiment un vieux truc. Je crois que c'est même vraiment des trucs déjà en classe de 6e, on vous parle de ça, n'est-ce pas? On ne peut pas demander à un philosophe de ne prêcher, surtout un moraliste, prêcher que les vertus qu'il a, n'est-ce pas? Vous savez, c'est le verbe d'Ovide, vidéo meliora proboque, déteriora sequor. Nous savons ce qui est bon pour nous et nous faisons le mal. On dit que Zénon n'a jamais eu de domestique qui cirait lui-même ses chaussures, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai lu ça, je ne sais plus où, que Zénon cirait ses chaussures. Bon, ben, c'est très bien, mais peut-être qu'il aurait préféré avoir un petit cireur qui lui cire ses chaussures. Ça n'aurait pas empêché d'être le fondateur de la secte stoïque. Il faut quand même pas exagérer. Je crois que l'on porte toujours des jugements. Les gens se portent des jugements. Moi, je ne porte pas de jugement sur Sénèque. Moi, je suis surtout sensible aux beaux livres qu'il a écrits et des livres qui m'aident moi-même à vivre encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est pas mal. Et on ne peut pas demander autre chose à un écrivain, n'est-ce pas? Comme chacun préfère croire les autres plutôt que juger, on ne juge jamais de la vie, on croit toujours. L'erreur, en se transmettant de bouche en bouche, nous fait tourbillonner, puis tomber. Nous périssons victimes de l'exemple des autres. Aujourd'hui, la multitude protège ce qui fait son malheur. L'opinion de la foule est l'indice du pire. Lo stoicismo è la filosofia più tipicamente Le stoïcisme est par excellence la philosophie inhérente à l'homme politique romain. Bien sûr, le stoïcisme était une philosophie qui posait comme idéal moral le détachement vis-à-vis des passions, des querelles, des difficultés de la vie quotidienne. Dalle passioni, il distacco dalle beghe, dai contrasti della vita quotidiana. Un tel idéal ne pouvait pas devenir le propre d'un homme politique qui devait être plongé dans la réalité quotidienne et dans les compromissions de la vie de tous les jours. Mais le stoïcisme, surtout le stoïcisme romain, portait en soi un autre grand idéal, qui était celui de la virtus. Il ne faut pas prendre virtus dans le sens moderne de vertu. Virtus, c'est la qualité du vir, autrement dit de l'homme romain, et donc la vertu comme valeur, y compris la vertu politique, une vertu virile dans la politique, dans la guerre. On peut donc considérer le stoïcisme comme l'idéal fondamental qui inspire la classe dirigeante et politique romaine. En 41, quand Claude arrive au pouvoir, Sénèque lui adresse, pas à lui directement, mais ça s'adressait directement à lui, un traité en 3 livres qui s'appelle le traité sur la colère,
et dans lequel il parle des pouvoirs du prince et des risques de tyrannie, etc., de la colère, des passions qui risquent de faire dériver le pouvoir, de le tirer vers la tyrannie, la colère étant exactement ce que Caligula avait apporté sur le trône et que Claude était sur le point d'apporter. Alors Claude l'a très bien senti puisqu'il a publié un édit dans lequel il disait publiquement je suis porté à la colère, c'est vrai, mais je me calme souvent et il n'y a jamais de conséquences fâcheuses. C'est comme ça. Alors, lorsque Messaline a réussi à s'emparer du corps et du cœur de ce malheureux Claude, n'est-ce pas? Messaline était, elle était mariée avec lui déjà depuis quelque temps, mais enfin elle a pris de plus en plus d'autorité avec l'aide des affranchis du prince. Il y a toutes des histoires sombres, des drames de palais derrière tout ça. Donc Messaline a réussi à faire exiler Sénèque en l'accusant d'avoir eu des relations coupables avec Julia Livilla. On l'a accusé ensuite, plus tard, d'avoir eu des relations avec Agripine. Mais à ce moment-là, c'était Julia, c'était la plus compromise, n'est-ce pas? Alors, c'est possible, mais c'est pas sûr. Alors, il est donc parti en Corse, et en Corse, il a vécu comme ça, en philosophant, en s'occupant de toutes sortes d'activités poétiques. C'était tout de même un homme qui avait des dons poétiques. Il écrivait des tragédies, etc. Il en a probablement écrit quelques-unes là-bas, en Corse, pendant son exil. Et puis, il a écrit à sa mère, il a écrit des consolations. Il a essayé aussi d'intervenir dans les querelles, les affaires de l'Empire, de la maison, en écrivant sa consolation à Polybe, qui était destinée à Claude, en réalité, en demandant qu'on le rappelle. Et puis aussi, oui. Alors là, les gens le lui reprochent, n'est-ce pas? Mais ce sont des gens qui n'ont jamais été exilés. Ceux qui le reprochent sont des professeurs qui ont vécu toute leur vie dans leurs pantoufles et dans leur bibliothèque. On ne lui reproche pas tant d'avoir demandé sa grâce que de l'avoir demandé avec des flatteries insensées adressées à l'empereur. Pas insensé. Je pense que vous avez lu la consolation à Polybe. Bon, eh bien, ce sont les paroles de l'étiquette. Ce sont les paroles dont on se servait pour s'adresser au prince. Et c'était pas autre chose. C'était les paroles des courtisans, mais ce n'étaient pas des paroles de sages. Dans la mesure où le sage devait agir sur l'esprit du prince pour infléchir sa conduite, il était nécessaire qu'il se fît entendre. Alors, vous avez nous n'avons plus en France l'expérience de la vie de cour. Je suis persuadé qu'il faut attendre des hommes comme Voltaire pour que l'on ose critiquer Sénèque, parce qu'il s'adressait à un souverain comme on doit s'adresser à un souverain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez vraiment obtenir un résultat, et c'était essentiel d'obtenir un résultat, c'est-à-dire d'infléchir le pouvoir tyrannique pour rendre Rome à elle-même, il fallait bien se servir des termes qui pouvaient parvenir aux oreilles du prince. Or, c'était une monarchie qui était de droit divin à ce moment-là, parce qu'il descendait du dieu Auguste, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, il s'adressait tout de même à un tyran qui était un tyran sanguinaire en termes de vertu, et il le divinisait. Or, Sénèque était un homme qui avait suffisamment de distance et suffisamment d'intelligence pour bien se rendre compte de la vanité de ses propos. Parce qu'il pensait comme Voltaire, vous croyez? La véritable pensée de Sénèque, nous la connaissons par l'Apocolocynthos de Claude, c'est-à-dire le pamphlet dans lequel il raconte comment Claude, après sa mort, est monté au ciel, a été jugé par Auguste, et comment il a été transformé en citrouille, et non pas en Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est la véritable pensée. Comment peut-on expliquer que dans les écrits de Sénèque, il y ait très peu de mention de la vie publique, de tous les événements de Rome? Parce que c'était un philosophe et ce n'était pas un polémiste
ou un historien, il voulait exprimer une pensée qui soit un peu intemporelle. Et il écrivait pour des fins très précises, pour persuader. Tous ces écrits sont destinés à un interlocuteur, un personnage. Et par conséquent, ce sont des réflexions sur la vie morale, la vie. Il y a le De Brevitate Vitae qui est destiné à son beau-père, Paulinus. Pompeius Ponius. Et puis il y a les livres qui sont destinés à son ami plus jeune, le préfet des Vigiles, Neus Serenus. Il y a aussi alors les lettres à Lucilius. Donc toute son œuvre porte sur des points de morale. Bon, vous me direz pourquoi ça? Il avait bien le souci d'endoctriner les gens. En fait, il nous a donné le fin mot de l'histoire. C'est que, lorsqu'il écrivait, il mettait par écrit ses propres méditations pour se persuader lui-même. C'est-à-dire, c'était une façon de mettre au point sa propre pensée. Alors, il la mettait au point sur les sujets, les problèmes qui étaient les siens, et qui n'étaient pas les problèmes d'ordre politique, mais des problèmes d'ordre moral, d'ordre éthique. Ce qui l'intéressait, c'était l'impact de cette philosophie sur la vie réelle. C'était plus un directeur de conscience. Un directeur de conscience pour lui-même et pour les autres, oui. C'était un homme qui était persuadé que les théories des philosophes professionnels, des philosophes de l'école, n'étaient pas faites pour rester dans les archives, dans les livres, dans les écoles, mais si ça avait un sens, c'était destiné à régler la conduite humaine. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et il le fait d'ailleurs, quand on lit les lettres à Lucilius, qui sont peut-être son chef-d'œuvre, n'est-ce pas? On s'aperçoit qu'à chaque instant, il y a référence aux œuvres théoriques, à la pensée théorique. Par exemple, il y a une célèbre lettre sur les théories de Posidonius, etc. Mais toujours en fonction de la vie quotidienne et de ses problèmes à lui. Sénèque, il part d'un fond stoïcien, qui est le fond du portique, n'est-ce pas? Mais c'est un stoïcien hérétique, puisqu'il y insuffle tout le temps, notamment la pensée d'Épicure. Il cite Épicure, l'ennemi, entre guillemets, infiniment plus souvent qu'il ne cite Zénon ou Chrysippe. Il est beaucoup plus excité par la pensée d'Épicure. Il y a aussi des apports considérables de la philosophie néoplatonicienne et même de la philosophie pythagoricienne. Sénèque vivait à une époque atroce et ses livres sont faits pour les époques atroces. Ces livres sont faits notamment, ces lecteurs qui appartenaient en général, je suppose, à la classe cultivée, à l'élite sociale de la nation, étaient des gens qui pouvaient se faire zigouiller du jour au lendemain, mourir dans d'atroces tortures, une époque très incertaine. Sénèque était très lu sous la Révolution, parce que précisément sous la Révolution, sous la Terreur, c'est que les gens se retrouvaient dans des conditions néroniennes, n'est-ce pas, où du jour au lendemain on pouvait être arrêté, jeté en prison et zigouillé. L'orage menace avant d'éclater, l'immeuble craque avant de s'écrouler, la fumée annonce l'incendie. L'offensive de l'homme est subite, et plus elle est proche, plus elle se couvre. Erreur de te fier au visage de ceux qui se présentent à toi. Ils ont des visages d'hommes et des âmes de fauves. Avec cette différence que chez ceux-ci, le choc est plus pernicieux, mais qu'ils laissent tranquilles ceux qu'ils ont manqués. C'est que jamais ils ne nuisent que quand la nécessité les pousse, la faim ou la peur les force au combat. Mais l'homme aime perdre l'homme. Il a été rappelé en 1949 par Agrippine, parce que d'abord il s'agissait de rappeler un vieil ami, un homme qui avait fait partie des amis de Germanicus et qui avait été persécuté par Claude. Or, Agrippine était, comme vous le savez, la fille de Germanicus, et elle s'était donnée pour tâche de rétablir la faction
qui avait été éliminée à la fin du règne de Caligula et sous Claude. Par conséquent, il y avait là une première raison. Une autre raison, c'est qu'elle souhaitait que Sénèque vienne instruire et servir d'exemple à son fils, le jeune Néron, qui était né en 37 et qui avait à ce moment-là donc 12-13 ans, n'est-ce pas? Alors, d'autre part, Sénèque représentait dans la vie de la cité, dans l'opinion des gens qui comptaient, l'opinion sénatoriale, représentait ce qu'on pourrait appeler une tendance augustéenne, c'est-à-dire une tendance libérale, par opposition à la tendance autocratique, d'abord tyrannie du temps de Caligula, et puis aussi très dominatrice, etc., du temps de Claude. Alors, Sénèque était en somme le garant d'un changement de politique. Et c'est sur cette idée générale de changement de politique qu'il a été appelé au Palatin, et puisqu'il était chargé de l'éducation de Néron, cela promettait, si Néron devenait prince, devenait empereur, un retour au principe d'Auguste, c'est-à-dire au commencement du principat, avant les tentations tyranniques. Alors, voilà pourquoi. Donc, il avait, si vous voulez, un programme politique, il représentait pour Rome un retour à des valeurs qu'il approuvait. Ces valeurs, je ne dirais pas républicaines, mais enfin de royauté, de monarchie éclairée, qui avaient été celles de sa famille, des origines espagnoles, ils étaient assez pompéiens, etc. Bon, donc, il représentait quelque chose, il avait une tâche dans l'avenir de l'Empire. Par conséquent, il ne s'est pas dérobé à cette tâche. Il potere è sempre deludente. Il potere è sempre una delusione. Le pouvoir est toujours décevant. Le pouvoir est toujours une déception. Je crois que Sénèque a été profondément déçu par le pouvoir, et cela pour une raison fort simple. Sénèque avait un grand idéal. C'était de former un prince, un empereur, qui serait en même temps un sage et un savant. Son idéal, c'était un prince philosophe. Mais les enseignements de Sénèque étaient probablement inconciliables avec l'exercice du pouvoir, au sens où l'entendait Néron. Je crois que Sénèque péchait par esprit d'utopie. Mais pourquoi, dans ces conditions, Sénèque ne s'est-il pas écarté plus tôt du pouvoir? C'est là une question bien embarrassante. En fait, le rapport que Sénèque a entretenu avec le pouvoir est infiniment plus complexe. Il y a davantage de zones d'ombre que de lumière pendant la période où Sénèque a influencé la politique de Néron. La rupture entre Sénèque et le jeune empereur n'a pas été brutale ou soudaine. On ne peut pas dire que, déçu par son disciple, il se soit immédiatement détaché de lui. Il y a eu une longue période plus embrouillée avant qu'il ne rompe et que Néron ne lui donne l'ordre de mourir, de se tuer. Sénèque n'était pas assez bête pour s'imaginer que son idéal d'empereur, philosophe, de prince sage et savant était facile à réaliser. Il n'était pas naïf au point de croire qu'on pouvait faire de la politique en gardant les mains propres. Il se les est si bien salis que certains historiens ont même soutenu ou émis l'hypothèse que Sénèque n'aurait pas été étranger au célèbre matricide de Néron, l'assassinat de sa mère, Agrippine.
al famigerato matricidio di Nerone, cioè alla uccisione della madre di Nerone, Agrippina, che sarebbe stata addirittura que ce serait même Sénèque qui le lui aurait conseillé. Aussi, si on veut bien examiner plus attentivement et plus rigoureusement le déroulement des événements, la personnalité du Sénèque politicien devient extrêmement discutable. Au même titre que la personnalité de l'individu Sénèque. Même si on peut en tirer un bilan positif, l'histoire de la vie de Sénèque n'en est pas moins pleine d'erreurs et de contradictions. Il y a eu des stoïciens qui étaient des stoïciens d'opposition, par fierté d'aristocrate et aussi par esprit presque ecclésiastique, par esprit presque religieux, puritain. Ils n'admettaient pas les crimes impériaux, ils étaient hostiles au pouvoir des Césars. Il y a des stoïciens qui ont considéré que le fait qu'il y ait un empereur et non pas la République était moralement mauvais. Sénèque n'en a pas été. Je pense qu'il y avait chez Sénèque un goût profond du pouvoir, ou du moins de se frotter au pouvoir, d'être dans les arcanes du pouvoir, d'être le conseiller du prince ou de faire semblant. Parmi les nombreuses pulsions contradictoires de Sénèque, donc, il y a aussi un certain goût de l'importance. Que vouliez-vous qu'il fît? Il a essayé d'éclairer Néron. Moi, j'ai toujours bien aimé Néron. Je ne vais pas taper sur Néron. Mais c'est vrai, je pense que ce Néron, qui était un garçon si doué et qui a fait des choses si intéressantes, et qui était d'ailleurs un bon empereur, en gros, la politique étrangère, en politique étrangère, c'était pas mal. Et cela dit, c'était un homme certainement qui avait un fond vicieux, un fond méchant, un fond très perturbé. Et là, vous savez, la bonté, c'est une donnée du cœur, ça ne s'acquiert pas par la philosophie, n'est-ce pas? Si vous voulez, s'il fallait comparer l'enseignement des stoïciens romains, notamment de Sénèque, à l'enseignement des moines chrétiens, des spirituels chrétiens. Je crois que Sénèque a peut-être sous-estimé, il fait un tout petit peu trop de confiance au pouvoir de la volonté, n'est-ce pas, de la décision. Il sous-estime un tout petit peu, et ça, de ce point de vue-là, les spirituels chrétiens connaissent mieux le cœur humain, semble qu'ils connaissaient mieux le cœur humain, la difficulté de la conversion. Vous savez, si les gens s'enferment dans les monastères, s'ils prient 20 heures par jour, c'est pas par masochisme, c'est parce que pour tuer le vieil homme, il faut une règle très stricte, et c'est un effort de plusieurs années, n'est-ce pas? Parce que l'adhésion intellectuelle est une chose, mais l'adhésion intellectuelle ne suffit pas. Et au fond, une des faiblesses par exemple, quand on lit les lettres à Lucilius, où il s'adresse à quelqu'un directement, n'est-ce pas, où il donne des conseils de pédagogie pratique, de vie quotidienne, ce qui rend d'ailleurs ce livre si intéressant et si précieux pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, parce que quand il explique aux gens, par exemple, de ne pas traîner dans la journée, que le temps est compté, que, par exemple, je pense à cet exemple, on pourrait prendre 1000 autres exemples, qu'une journée doit être vécue, chaque instant doit être vécu dans sa plénitude, parce que c'est un instant qui ne reviendra jamais, et que c'est bête de perdre son temps, de traîner au lit, vous voyez, de toutes ces choses-là. Ça s'adresse à l'homme et à la femme de la fin du XXe siècle après Jésus-Christ, comme ça s'adressait à ses contemporains. Donc c'est très intéressant. Bon, effectivement, il semble, peut-être pour encourager sans doute Lucilius à se réformer, il semble lui dire que c'est assez facile, n'est-ce pas? Et quand vous voyez je pense à certains grands moines, eh bien, eux insistent quand même sur la difficulté de la métanoïa, de la conversion, du bouleversement intérieur. Et ça, ce n'est pas l'intelligence qui peut donner la métanoïa, c'est le cœur, n'est-ce pas? C'est le cœur. Tous les cas que je vais énumérer relèvent de la même maladie. Il y a les gens que tourmente leur inconstance, leur insatisfaction, leur versatilité, et qui préfèrent toujours ce qu'ils n'ont plus. Il y a également ceux qui ne font que languir et brailler. Ajoutent ceux qui, tels les insomniaques, se retournent sans cesse et essaient 1001 positions jusqu'à ce que l'épuisement leur apporte le repos. Ils changent souvent de mode de vie et finissent par se fixer là où les surprend non le dégoût du changement, mais la vieillesse, peu encline à innover. N'oublie pas non plus ceux qui sont trop stables, victimes non de leur constance, mais de leur inertie,
et qui vivent non comme ils le veulent, mais comme ils le font depuis toujours. Si par ailleurs ce mal présente des variantes innombrables, son effet ne varie pas, le mécontentement de soi. Cela provient d'un mauvais équilibre de l'âme et de désirs timorés ou insuffisamment satisfaits. Lorsque les gens n'ont pas l'audace nécessaire ou n'obtiennent pas satisfaction, et que de ce fait ils passent leur vie à espérer. Ces gens sont toujours instables, toujours agités, ce qui est nécessairement le lot de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Cherchant par n'importe quel moyen à atteindre l'objet de leurs vœux, ils s'entraînent et se forcent à des pratiques déshonorantes et tortueuses, et quand leur effort n'est pas récompensé, ils sont torturés par la honte de s'être donné du mal pour rien, et souffrent non d'avoir voulu faire le mal, mais d'y avoir échoué. La caractéristique essentielle de Sénèque, et je crois que l'importance qu'il a depuis des siècles dans l'histoire de la pensée occidentale et européenne vient de là. C'est la lutte pour l'affirmation d'une maîtrise rationnelle des passions. Lotta per l'affermazione del controllo razionale delle passioni, il quale però sans pour autant les nier, considérerait au contraire les passions et donc la douleur ou le bonheur que celles-ci peuvent induire comme une expérience indispensable pour atteindre la sagesse. Pour Sénèque, arriver à la sagesse, c'est surmonter les passions. Mais les passions sont un préalable, une expérience nécessaire pour arriver à les surmonter. Il y a un rapport dialectique, conflictuel mais dialectique, entre la passion et la sagesse. C'est la grande humanité de Sénèque, lequel, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, n'adopte jamais la posture du juge hautain et sévère à l'égard des défauts d'autrui. Il est le sage qui se met au niveau de l'homme pour discuter avec lui de ses problèmes et, dans la mesure du possible, l'aider à les résoudre, ce qui, du même coup, l'aide à comprendre les hommes et à se comprendre soi-même. Quand les gens s'adressaient à la secte stoïcienne, ce n'était pas pour le plaisir de se faire enseigner toutes les vertus par des prédicateurs, c'est pas comme on va au sermon, pas du tout. C'est que ces gens, la secte a assuré à ces gens qu'elle leur garantissait le moyen d'être heureux. Alors on y va parce qu'il existait à cette époque une chose que nous ne connaissons plus, qui n'existe plus chez nous, et qu'on pourrait appeler des recettes de bonheur. Alors le stoïcisme est une recette de bonheur. Ça entraîne aussi qu'il faut pratiquer la vertu sans quoi on serait malheureux, mais l'essentiel, c'est ceci, c'est une recette de bonheur. Parce que vous cherchez la paix de l'âme. C'est un peu comme le yoga, voilà, comme des gens qui font du yoga. C'était un peu une forme de thérapeutique, alors. En vérité, c'est une thérapeutique. Quand quelqu'un arrive à la secte stoïcienne, on explique à ce quelqu'un que s'il fait de gros progrès en vertu, s'il fait des exercices, s'il apprend à se contraindre, s'il apprend à ne pas craindre la pauvreté, à ne pas se soucier du lendemain, à vivre au jour le jour, et surtout à ne pas craindre la mort, il sera souverainement heureux et plus rien ne l'atteindra. Bon, il va sans dire que personne n'arrivait jamais à ce but, quoi qu'on fasse, on continue à avoir peur de la mort, quoi qu'on fasse, on continue à craindre le lendemain. Bon, on n'arrive jamais à ce... Le stoïcisme promet un bonheur que, naturellement, il ne pouvait donner et n'a jamais donné à personne. Mais, en revanche, il se passait ceci. En cherchant ce bonheur, qu'il n'atteignait évidemment pas, qui est une chimère, les gens, pendant ce temps-là, faisaient des exercices qui permettaient à ceux qui avaient des difficultés caractérielles de trouver en somme un équilibre dans une discipline du moi. Il semble qu'à l'époque, on ait quand même été très très conformiste. On ne remettait pas en question les structures sociales, on était toujours prosterné devant les tyrans. Et il y avait, oui, une forme de conformisme social, intérieur. Alors, on n'a pas l'impression non plus que l'on ait beaucoup douté. Vous avez absolument raison.
À vrai dire, c'est une chose tout à fait récente, qui ne date guère que du 19e et 20e siècle, qu'une société, les nôtres, soit capable de douter elle-même et de leur valeur. Dans l'Antiquité, ça n'existe pas, et je dirais même que ce qui a limité le stoïcisme, ce sont deux énormes conformismes. Primo, ils n'ont jamais été capables de douter que ce que nous appelons le monde social, comme il était fait, était une construction pas nécessairement juste, pas nécessairement équitable, et surtout qui pouvait changer d'un jour à l'autre et qu'on pouvait améliorer. Pour eux, les choses existent. Par exemple, les esclaves, on est esclave, comme on serait en somme chien, chat, homme, cygne ou éléphant. C'est presque un fait de nature. Ils disent qu'il faut bien traiter les esclaves, ils rappellent que les esclaves sont des hommes, ça c'est vrai, tout le monde le pensait d'ailleurs un peu à leur époque. Il y a un style un peu plus doux qui s'est établi dans le langage, sinon dans les mœurs, à l'époque romaine. Mais après tout ça, ce qu'ils disent, c'est quelle importance d'être esclave, c'est un hasard de la fortune, comme il nous arrive à tous. L'idée de changer ou de supprimer l'esclavage ne leur a pas effleuré l'esprit. Il y a donc cet énorme conformisme. Et puis il y en a un autre, plus subtil. Ils passent leur temps à nous promettre la vertu et aussi le bonheur. Bien. Alors la recette est essentiellement celle-ci. Si vous arrivez à prendre de la distance sur vous-même, si vous vous dites, après tout, la mort c'est pas si grave, vu que tant qu'on n'est pas mort, pourquoi craindre la mort puisqu'on l'a pas? Et quand on est mort, qu'est-ce que ça peut fiche? Puisque de toute façon, on ne saura pas qu'on est mort. Donc la mort, ça n'existe pas. Vous voyez, ils se contentent facilement. Ils disent de même, après tout, si on est très pauvre, on s'apercevra rapidement qu'on n'avait pas besoin de tout ça, qu'on peut très bien vivre sans assiette, sans lit, sans chaise, etc., qu'on peut vivre comme les bêtes, et ils vous expliquent que tout ça, ça vous apportera le bonheur. Il y a une idée qui leur a jamais traversé l'esprit, c'est que le bonheur, ça consiste pas seulement à avoir des moyens matériels d'être heureux, il y a aussi des problèmes internes, des problèmes de malaise, et tout ça. Ça ne leur a pas effleuré l'esprit. En somme, ils confondent la phrase être heureux, l'être réellement, en soi, dans son cœur, et avoir toutes les raisons d'être heureux. Et l'idée qu'il puisse y avoir ensuite des malheurs, des malaises internes, ils ne l'ont jamais eu. Ils sont anti-romanesques au possible, ils ne voient pas à quoi ça sert le romanesque. Une deuxième chose qui est un peu du même genre, les met en fureur, de voir que des gens suivent des phénomènes de mode et changent d'idée, ça les met dans un état de fureur qui est indescriptible. Et Sénèque, qui a des côtés marqués de prédicateur puritain, surtout dans ses œuvres de jeunesse, par exemple, ne cesse de tonner contre tous les changements de mode. Le jour où Sénèque a appris que certaines ne vont jusqu'à ne pas s'en tenir à la position que nous appelons du missionnaire. Il trouve ça absolument scandaleux. Il a piqué une fureur sans nom et il a tonné contre. Alors, il voit, si vous voulez, dans tout ce qui échappe à un calibrage étroit, il voit un phénomène de mode. Si vous saviez quelle est la vérité, si vous saviez la vraie façon de vivre, vous n'auriez pas besoin de suivre des faits de mode. Quand on tient la vérité, on s'y tient. Le stoïcisme se fait une idée trop étroite, trop calibrée du bonheur. Abîme peuplé de mânes impies, toi, chaos de l'éternelle nuit, abîme qui écoute, accepte mes cris, ouvre tes chemins jusqu'au maître du sombre empire, je le supplie. M'entends-tu, toi, terrible souverain? Veux-tu te joindre à nos dieux familiers, te joindre à nos dieux qui m'entourent? Venez, venez tous, venez à moi, venez, dieux conjugaux. Toi, Lucie, qui protège la couche nuptiale, et toi, maître inexorable de la mer profonde. Là, c'est vraiment un théâtre prodigieux, d'une force extraordinaire. Colette Lazame. Enfin, moi, je suis persuadée que ce théâtre attend son public encore. Enfin, des pièces comme Médée, des pièces comme Hercule Furieux, ou La Folie d'Hercule, ou d'autres, sont des pièces qui ont une je ne peux pas dire autre chose, une force, enfin, fantastique. Ouais. Et est-ce que l'écriture de ces pièces est très différente de l'écriture des traités? Il y a une certaine part de lyrisme. Pas tellement, finalement. Pas tellement. C'est pas tellement différent. Hein.
Simplement, on sent que Sénèque s'est fait plaisir parce que ces personnages vont au bout d'eux-mêmes, enfin, vont jusqu'où ils n'ont pas pu aller dans ces dialogues, enfin, bon. Mais l'écriture, pas tellement. Mais alors, ces personnages vont au bout de leur passion. Oui, oui. Ils vont au bout de leur passion, effectivement. Ça paraît contradictoire, tout à fait, avec le stoïcisme, mais c'est pour moi un point d'interrogation, mais passionnant. Et je crois qu'il faut tout simplement aborder ce théâtre en oubliant un tout petit peu, ne serait-ce qu'un instant, que Sénèque est un stoïcien. Ou alors, encore une fois, élargir notre vision du stoïcisme. Enfin, hein. Parce qu'effectivement, ça semble apporter une contradiction. C'est peut-être ça qui paraît gênant. Oui. Mais je crois que c'est ça qui est passionnant, justement. Sénèque déborde tout à fait les limites dans lesquelles on voudrait souvent l'enfermer. Et Sénèque, quelqu'un de très... De toute façon, un tempérament, je pense, assez baroque. Enfin, ce baroque explose dans le théâtre. De toute façon, il était passionné par le pouvoir. Je crois que toute son œuvre, moi, je la vois surtout comme une réflexion sur le pouvoir. Hein. Et son théâtre, Médée, c'est une réflexion sur le pouvoir. Bon, et oui, il était jusqu'au bout, c'est vrai, oui. Et c'est ce qui peut expliquer qu'il termine, par exemple, le traité sur la tranquillité de l'âme par un certain éloge de la folie. Oui, c'est ça. Hein. Il dit à son disciple, en terminant pratiquement, il lui dit, enfin, n'oublie pas quand même que d'après telle ou telle autorité, il est bon d'être fou. Mon Dieu, si on ne connaît pas la folie, on ne peut pas prétendre être vraiment poète, etc., etc. Bon, alors, faut-il y attacher une importance extrême ? Faut-il minimiser ces passages, les voir comme des citations un petit peu obligées, faisant partie du genre, des lois du genre ? Moi, je n'en suis pas sûre. D'autant plus que ces citations se trouvent à la fin du recueil. Bon, règne une certaine force. Alors, mais quel sens donnez-vous aux mots folie dans ce cas-là ? C'est pas... L'absence de maîtrise de soi, justement. Ben oui. Oui, c'est curieux. C'est l'antithèse de tout ce qu'il développe dans tous ses traités. Mais oui, mais alors voilà, comme ces personnages de théâtre sont l'antithèse de ce qu'il développe, oui. Oui, mais je me demande si tout cet idéal de modération, justement, n'est pas un petit peu pour lui... Enfin, je pense que pour lui, en tout cas, c'est vraiment pas l'essentiel. On ne va pas dire tout d'un coup que Sénèque n'est pas un stoïcien, mais je pense que sa personnalité déborde de partout ce stoïcisme. Bon. Et je crois vraiment que c'était quelqu'un dont la vie, dont l'œuvre ont été extrêmement baroques, extrêmement riches en violences multiples. Et cette violence, on la sent partout chez Sénèque. Hein. Mais on la sent partout, c'est-à-dire qu'on sent qu'il cherche à la contraindre en lui-même, à la contraindre, bon. mais à la fleur partout. Et elle se donne libre cours dans son théâtre, à mon avis. Nelle sue tragedie di gusto Ces tragédies sont pleines d'effets. Carico di effetti, carichi di macabre, empreintes de macabre, de crimes et de criminalité, de passions inavouables et inavouées. Les morts! Les dieux funèbres! Les morts! Les dieux funèbres! Vous, assemblés sur les rives du Tartare, qui piétinez les rives du Tartare, assemblés dans l'antre de l'affreuse mort, les dieux funèbres, et toi, Chaos aveugle, les morts!
se passe, c'est ceci. Le petit Néron monte sur le trône à 16 ou 17 ans à peu près, pendant 8 ans est à peu près calme et gentil comme tout, et puis brusquement, quand il a 24 ans, décide de passer aux actes et de réaliser ce qui était le rêve de sa vie, de mettre l'imagination au pouvoir, nous dirons en termes de XXe siècle, et de faire régner sur l'Empire romain une espèce de surhomme absolument divin, wagnérien, qui était lui-même. À partir de 62, il se passe ceci. Après ce règne absolument exemplaire, qui durait depuis 8 ans, Néron fait sa crise d'imagination au pouvoir, prend le pouvoir lui-même, et commence à faire les trucs invraisemblables qui ont enthousiasmé la moitié des contemporains, ceux qui avaient de l'imagination, et scandalisé l'autre moitié. En tout cas, les gens sont très divisés. Sénèque, lui, n'est pas partisan de l'imagination au pouvoir. D'après tout ce que nous avons dit du stoïcisme, vous pensez bien que ces fantaisies d'artistes couronnés qui se prend pour Wagner, etc., il n'était pas très pour. Il trouvait que ça ne faisait pas sérieux, puis l'art, il n'en a pas l'instinct. À partir de ce moment-là, Sénèque se retire complètement, s'enferme dans son coin, cultive sa philosophie et essaie de ne plus se mêler de rien. Et alors nous avons 2 lettres qui nous donnent ces sentiments, et ces 2 lettres datent des 3 années qui précèdent sa mort, ou plutôt sa mise à mort sur l'ordre de Néron. Première lettre qui montre que Sénèque essaie de sauver sa peau, et en revient, si vous voulez, à une doctrine stoïcienne prudente. Il y a une lettre où Sénèque dit, comme semblant parler en l'air, « Je me demande vraiment pourquoi on accuse, dit Sénèque, les philosophes d'être les ennemis du pouvoir et des non-conformistes. Mais pas du tout, ils ne sont pas, il n'y a rien de plus discipliné, rien de plus sage qu'un philosophe. Que demande un philosophe? Vivre heureux au sein de la petite pièce où il médite. Tout ce qu'il demande, c'est de méditer. C'est pas du tout l'ennemi du pouvoir, mais non, au contraire, il respecte ça, c'est pas son affaire. Bon, c'est une tentative de déclaration de neutralité, de déclaration de paix, c'est une tentative de sauver sa peau et de ne pas entrer en conflit avec Néron. C'est une lettre presque dramatique, si vous voulez. La deuxième lettre date de peu de temps avant la mort de Sénèque, à mon avis, peut-être pas plus de 8 mois. Dans cette lettre, qui est très obscure, très compliquée, très filandreuse, on voit brusquement Sénèque arriver à se demander comment il se fait que certaines gens poursuivent le plaisir tellement loin qu'ils se font des prosélytes du plaisir. Alors Sénèque se demande d'où vient, si vous voulez, le prosélytisme du vice et de la volupté. Et puis il dit, je crois que l'explication est la suivante. Très vite, quoi qu'on fasse, on est gorgé de plaisir, on ne peut pas faire l'amour plus de tant de fois par jour, on ne peut pas manger plus que telle ou telle quantité. Alors, comme il y a des individus tellement vicieux qu'ils ont le goût du plaisir, que font-ils? Ils essaient de le donner aux autres, ils essaient de répandre ça, ils donnent des festins au peuple romain, et Sénèque ne continue pas. Mais j'ai personnellement la conviction, devant l'étrangeté de cette lettre, que Sénèque essaie de faire 2 choses. Il essaie de comprendre pourquoi Néron donnait des concerts publics et se produisait dans des exhibitions musicales ou théâtrales publiques devant le peuple romain. Il attribue ça à une sorte de prosélytisme du vice et de la volupté. Et deuxièmement, il essaie en somme de comprendre et de s'expliquer Néron, et en même temps il essaie de faire entendre qu'il est contre Néron, mais sans trop le dire. Mais enfin la lettre est décryptable. Alors vous voyez, vous avez chez Sénèque une position d'opposant philosophe à la fois prudent et irréconciliable, qui voudrait faire de la critique dans son coin sans trop le dire, en somme sauver sa conscience et essayer de survivre. Sénèque a dû être déçu quand même à un certain moment de l'histoire, parce que vous avez écrit que Sénèque avait voulu réaliser le rêve de Platon, qui était de porter la philosophie au sommet de la cité. Alors, quelle déception tout de même que son élève Néron. C'est une déception. Et c'est à partir de 59, effectivement, qu'il commence à reculer. Si vous vous rappelez le début du traité de Sénèque sur le loisir, De Otio, il rapporte l'opinion d'un philosophe du temps d'Auguste qui s'appelle Apollodore de Tarse, et qui disait, c'est un stoïcien, le philosophe, le sage, dans une cité qui n'est pas guérissable, une cité malade, doit se retirer et vivre par la pensée. Et Sénèque répond, Athénodore me semble s'être déclaré trop vite vaincu. Certes, le sage doit se retirer, mais il faut qu'il le fasse pied à pied, comme ce combattant dont je vous parlais. Il faut qu'il le fasse pied à pied et en défendant chaque pouce de terrain. Eh bien, c'est ce qu'a fait Sénèque pendant ces 3 affreuses années, entre 59 et 62, où il a assisté
à la montée des périls. Sénèque a donc reculé pied à pied. C'est à ce moment-là qu'il a voulu calmer Néron, qu'il lui a donné toute sa fortune, etc. Et il a essayé de lutter d'une façon qui ne nous est pas toujours très claire, mais qui était évidente, en mettant en place des hommes à lui. Mais il a été vaincu dans cette lutte. Il a été surtout vaincu parce que, en dehors de lui, il y a l'opposition stoïcienne, n'est-ce pas, avait choisi un certain Pison, Calpurnius Pison, pour remplacer Néron. On avait fait une conjuration pour tuer le tyran, mais on s'y est très mal pris, on a attendu avant d'agir, si bien que tout le monde était au courant sauf Néron. Finalement, Néron l'a su, et Sénèque a été entraîné dans cette catastrophe. Si vous voulez, il a perdu politiquement. Oui. Mais alors Sénèque avait-il l'envergure d'un homme d'État? Je crois que Sénèque avait l'envergure d'un homme d'État. Il l'a prouvé en conduisant les affaires de l'Empire, surtout à l'extérieur, pendant 5 ans ou 6 ans, qui avait été en somme Premier ministre pendant 5 ou 6 ans. Eh bien, il a fait en sorte que pendant ce temps-là, était restée une idée comme d'un âge d'or, ce qu'on appelle le quinquennium Néronis. Les 5 ans de Néron, les 5 ans de Néron, c'est 54-59, c'est-à-dire les 5 ans de Sénèque. Qu'est-ce que l'homme? Un vase que peut briser la moindre secousse, le moindre mouvement brutal. Point n'est besoin pour te mettre en pièces d'un ouragan. N'importe quelle heure te disloquera. Qu'est-ce que l'homme? Un organisme faible et fragile, tout nu, naturellement désarmé, qui ne peut se passer d'assistance extérieure, exposé à tous les affronts du sort. Une fois qu'il a bien exercé ses muscles, il reste la proie et la victime de n'importe quelle bête. Tissu d'éléments faibles et flottants, il ne brille que par ses lignes extérieures. Incapable de supporter le froid, la canicule, la fatigue. C'est un être qui, inversement, risque de se désagréger dans le marasme de l'inaction. Il redoute ses aliments même, dont la disette l'épuise et dont l'abondance le perd. Existence conservée dans l'angoisse et le souci, souffle précaire et mal assuré, qu'un bruit assourdissant soudain peut arrêter brutalement. Être vicié et inutile, il est l'aliment perpétuel de ses dangers. Et nous nous étonnons qu'il meure quand il suffit d'un hoquet pour mourir. Il est certain qu'on se dit, quand on voit les horreurs auxquelles Sénèque assistait, on dit mais comment a-t-il pu tolérer ça, n'est-ce pas? Comment, on pourrait dire comment il ne s'est pas suicidé de désespoir bien avant, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour se suicider? Sur commande, quand même. Et en plus de ça, il s'est suicidé sur commande. Donc, c'est pas un suicide de désespoir, c'est un suicide, c'est un assassinat camouflé, d'ailleurs. Donc, mais c'est comme ça. Alors, moi, j'essaye de pratiquer. Alors là, ce n'est pas une leçon de Sénèque, mais c'est la leçon de Pyrrhon, n'est-ce pas, et de Sextus Empiricus. J'ai toujours essayé de pratiquer la suspension de jugement dans des cas comme ça. Moi, je ne porterai pas de jugement, je ne sais pas. Je constate avec vous qu'effectivement, il y a un moment une espèce d'absence de Sénèque. Mais regardez, un moment, Tacite dit de Thrasea, bon, qui lui était un sénateur, c'était un peu différent, mais Thrasea était aussi quelqu'un de la même famille spirituelle que Sénèque, et d'ailleurs ils ont fini de la même façon, ils avaient un petit peu le même regard sur l'existence. Je pense que Thrasea devait bien connaître Sénèque, être lié d'amitié avec lui, et en tout cas il lisait ses livres, n'est-ce pas, il est nourri de cet enseignement. Eh bien, on dit que les Romains lisaient, Tacite dit que les gens cherchaient dans les journaux, dans les gazettes, savoir ce que Thrasea n'avait pas fait et savoir ce que Thrasea n'avait pas dit. C'était une époque où l'abstention, le silence, était la seule forme possible de l'opposition. Et je pense que chez Sénèque, il y a eu, dans ses relations avec le pouvoir, précisément un certain nombre de réprobations muettes. De surcroît, même s'il n'a pas toujours donné le bon exemple, il a eu sans aucun doute une vie assez cohérente. Et à l'instar de ce qui est arrivé à d'autres latins,
Il est mort de belle manière, de façon cohérente. Je dirais même qu'il est mort comme un personnage de ces tragédies. Cela retire peut-être un peu de son mérite au stoïcisme de son suicide, parce qu'il en a fait une espèce de représentation très édifiante, comme il se doit pour un suicide. Il est mort de façon théâtrale, en se taillant les veines, dans son bain. Et il parlait tout en expirant. Sa femme s'est coupé les veines en même temps que lui, mais Néron a voulu qu'elle lui survive. Il a donc fait bander ses plaies et elle a continué de vivre des années après la mort de son mari. Tout cela est quelque peu alambiqué, baroque. Mais Sénèque est resté cohérent avec lui-même, puisque lui qui était l'auteur de tragédie, il est devenu le protagoniste de la tragédie de sa propre vie. Un bon acteur, en somme. Il y a toujours, me semble-t-il, entre la mort volontaire elle-même et la mort dictée, ce qui est le cas pour Néron, une petite parcelle de liberté. Jean-Louis Voisin. Pour choisir sa propre mort. Et Sénèque, pendant presque toute sa vie, s'était habitué à réfléchir sur cette parcelle de liberté intérieure, s'était entraîné même à mourir et à vouloir conserver sa liberté, peut-être par la mort volontaire. Lorsque Sénèque se tue, il se tue en fait de façon privée. Pour Sénèque, tout se déroule chez lui, dans sa demeure privée, entouré de sa femme, de ses amis, avec un petit billet ou un mot de l'empereur. Alors, la procédure, nous la connaissons par un petit billet que Caligula avait envoyé à un gouverneur de Syrie. Et voilà ce que lui dit Caligula. Maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Donc, la personne comprenait qu'il fallait se tuer. Et lorsque le centurion délégué par le tribun vient lui annoncer la mort, il a dû vraisemblablement lui dire « L'empereur voudrait que tu prennes tes responsabilités ». Donc, il reste quand même, dans l'acte initial du suicide, une part de liberté individuelle. Et l'on a des cas où les gens ont refusé de se tuer. Ils sont évidemment assassinés, mais leurs biens sont confisqués et tout le monde considère qu'ils ont agi en lâche. Chez Sénèque, il y a quand même, peut-être à cause du stoïcisme, peut-être aussi à cause d'une influence d'une tradition romaine, il y a aussi vraisemblablement ce souci de donner un exemple de sa mort, de faire de sa mort un exemple pour l'histoire. Et incontestablement, Sénèque se place là dans une tradition romaine. Lui-même pense pendant sa mort à Caton. La figure de Caton est en contrepoint de toute l'œuvre de Sénèque. Et Caton avait essayé par 2 fois de se tuer, alors que Sénèque s'y est pris à 3 fois. Donc il faut quand même une force d'âme peu commune. En même temps, une sorte d'entraînement, presque de dressage. Et je crois qu'il y avait, à Rome en particulier, une sorte d'éducation de la mort volontaire. On ne se posait plus la question. Dans certains cas, il fallait que l'on se tue. On devait même se tuer. Et Sénèque s'est ouvert les veines. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Il s'est ouvert les veines, et puis, parce qu'il était âgé, il était malade, le sang ne s'est pas écoulé. Donc il a demandé ensuite qu'on lui ouvre les veines des jambes, ce qui a été fait et qui lui a donné d'énormes douleurs. Et il n'est toujours pas arrivé à mourir, donc il a demandé du poison. Le poison était éventé, il a demandé de la ciguë, d'après Tacite, ce qui est un petit peu bizarre, et ce qui me laisse un peu sceptique, car le poison se conserve très très mal dans l'Antiquité. Enfin, il s'est fait porter dans l'étuve, c'est-à-dire dans les thermes de sa villa, et là, il est mort par apoplexie, en fait.
Et avant, on l'avait trempé dans de l'eau chaude. Il a fait tomber quelques gouttes d'eau qu'il a offert en libation à Jupiter Liberator, un dieu que l'on connaît très mal, qui est attesté uniquement dans des cas de suicide. En particulier, un autre cas, c'est celui de Thrasea, qui se suicidera l'année après celle de Sénèque, mais lui qui fera une libation avec son propre sang. Voilà, donc... ça a duré combien de temps? C'est très difficile, pratiquement toute la nuit. On sait que à peu près la date, c'est entre le 19 et le 20 avril 65. Et pendant toute la nuit, il y a eu des allers et retours entre cette villa et puis le palais impérial. L'empereur a fait demander si l'on voyait sur le visage de Sénèque s'il était prêt à se tuer. On ne doit pas montrer de la peur ou une fragilité psychologique au moment de mourir. Et donc Néron demande si Sénèque se prépare à mourir. On lui dit non, il est tout à fait normal, il a un visage normal. Et à partir de ce moment-là, Néron envoie quelqu'un pour lui dire de se tuer. Et ensuite, c'est le cheminement avec cette mort volontaire souhaitée 3 fois, et qui a fait que l'on a pu parler même de martyr pour Sénèque, parce que ça a été quand même très douloureux, j'imagine. Et Sénèque s'était préparé depuis son enfance, une préparation qui est un entraînement presque à la mort volontaire. Il a été familiarisé avec la mort pendant son exercice du pouvoir. À partir de 62, il sait qu'un jour ou l'autre, on peut lui demander de se tuer. Et il le dit à Lucilius, tu sais, lui dit-il en gros, je serai tout à fait prêt à mourir. Et je ne serai pas quelqu'un de fragile. Sénèque voulait donc rester un exemple, et cela dans la plus grande tradition romaine. Offrons un modèle, dit-il, nous trouverons quelqu'un pour l'imiter. Et je crois que peut-être cette volonté, ce souhait de la postérité est plus proche de la tradition romaine de la mort volontaire que du stoïcisme. Pour Sénèque, il y a incontestablement une décision personnelle et une liberté personnelle qui prend appui sur cette réflexion sur la mort, sur cette disponibilité à mourir le cas échéant. Et je crois que c'est une sorte de clé de voûte de toute la réflexion philosophique de Sénèque. Sénèque par Françoise Estèbe, avec Luca Canali, Pierre Grimal, Colette Lazame, Gabriel Mazneff, Paul Venn, Jean-Louis Voisin et la voix d'Henri de Monterland.